l'existence du programme de contre-renseignement intérieur du FBI. Quantel-Pro fut d'abord révélé par un groupe d'activistes anti-guerre qui avaient peu à peu acquis la conviction que leur mouvement avait été infiltré, placé sous surveillance et qu'il était devenu la cible de toutes sortes de coups tordus. Tiens, écoutez les lascars. Manquant de preuves matérielles pour en attester la réalité et ne réussissant pas à convaincre les journalistes d'écrire des articles reprenant leurs soupçons, ils pénétrèrent par effraction dans une antenne du FBI en Pennsylvanie, d'où ils ressortirent avec des milliers de documents. Des fichiers relatifs à COINTELPRO démontraient de quelle manière le FBI avait ciblé des groupes politiques et des individus engagés, jugés subversifs et dangereux, notamment des membres de la NAACP, de mouvements nationalistes noirs, d'organisations socialistes et communistes, de manifestants anti-guerre et divers groupements d'extrême droite. Le bureau les avait infiltrés avec des agents qui, entre autres agissements, tentèrent de manipuler certains de leurs membres pour les inciter à accepter de commettre des actes criminels afin que le FBI puisse ensuite les arrêter et les traduire en justice. Le Bureau fédéral d'investigation réussit à convaincre le New York Times de maintenir ces documents sous le boisseau et même à les restituer. Mais le Washington Post publia une série d'articles sur le sujet. Ces révélations conduisirent à la création de la commission sénatoriale Church, qui conclut qu'au cours des 15 années précédentes, le bureau a mené une opération de milice très élaborée, visant sans détour à empêcher que ne s'exercent les droits garantis par le premier amendement. La liberté d'expression et d'association, au motif qu'interdire le développement de groupes dangereux et la propagation d'idées dangereuses protégerait la sécurité nationale et préviendrait la violence. Même si toutes les cibles avaient été impliquées dans une activité violente, nombre de techniques utilisées seraient déjà intolérables dans une société démocratique. Mais COINTELPRO est allé bien au-delà. Ces programmes reposaient sur un principe tacite essentiel. Une agence chargée du maintien de l'ordre public a le devoir de faire tout ce qui est nécessaire pour combattre tout ce qui est considéré comme une menace contre l'ordre social et politique existant. Une note interne, capitale, relative à COINTELPRO expliquait qu'on pouvait semer la paranoïa parmi les militants anti-guerre en leur faisant croire à la présence d'un agent du FBI derrière chaque boîte aux lettres. De la sorte, les dissidents, toujours persuadés d'être constamment surveillés, se noieraient dans la peur et s'abstiendraient de tout activisme. Sans surprise, cette tactique fonctionna. Dans un documentaire de 2013 intitulé 1971, plusieurs de ces militants décrivirent le FBI de Hoover qui était constamment sur le dos du mouvement des droits civils avec ses méthodes de surveillance et ses infiltrés qui assistaient aux réunions et qui faisaient leurs rapports. Ce suivi permanent entrava les capacités du mouvement à s'organiser et à se renforcer. COINTELPRO fut loin d'être le seul abus de surveillance qu'exhuma la commission Church. Dans son rapport final, elle indiqua: de 1947 à 1975, l'Agence nationale de sécurité s'est procuré des millions de télégrammes privés envoyés vers ou à l'intérieur du territoire des États-Unis, en application d'un accord secret avec 3 compagnies de télégraphe des États-Unis, qui plus est, dans le cadre d'une opération de la CIA intitulée KO 1967-1973. Quelques 300 000 individus ont été répertoriés dans un ordinateur de la CIA et les fiches individuelles ont été créées, touchant approximativement 7200 Américains et plus de 100 groupes présents sur le territoire. En outre, on estime qu'au total, ce sont 100 000 Américains qui ont été l'objet de fiches de renseignement établies par l'armée des États-Unis entre le milieu des années 1960 et 1971. Tout démontre que les assurances selon lesquelles la surveillance ne visait que ceux qui avaient fait quelque chose de mal ne doivent guère dissiper les craintes à cet égard. Car par réflexe, un État considérera toujours tout défi lancé à son pouvoir comme un délit. L'opportunité qu'ont les détenteurs du pouvoir de caractériser les opposants politiques comme des menaces pour la sécurité nationale ou même comme des terroristes s'est révélée plus d'une fois trop tentante.
Au cours de la dernière décennie, dans le droit fil du FBI de Hoover, le gouvernement américain a officiellement désigné en ces termes des militants écologistes, de vastes segments de groupes antigouvernementaux d'extrême droite, d'activistes anti-guerre et d'associations organisées autour de la défense des droits des Palestiniens. Certains individus au sein de ces catégories peuvent éventuellement mériter cette désignation, mais nombre d'entre eux ne sont sans aucun doute nullement concernés, n'étant coupables que d'une chose, défendre des opinions politiques d'opposition. Pourtant, de tels groupes sont régulièrement visés par les opérations de surveillance de la NSA et de ses partenaires. Une pièce des dossiers Snowden, daté du 3 octobre 2012, souligne cet aspect de façon saisissante. Ce document révélait que l'agence avait surveillé les activistes en ligne d'individus réputés exprimer des idées radicales et qui exercent une influence radicalisatrice sur les autres. Cette note évoque 6 individus en particulier, tous musulmans, mais en soulignant qu'ils sont mentionnés purement à titre d'exemple. La NSA déclare explicitement qu'aucun des individus visés n'est membre d'une organisation terroriste ou impliqué dans de quelconques complots terroristes. Plutôt, leur crime réside dans les opinions qu'ils expriment, qui sont jugées radicales, un terme qui justifie une surveillance intrusive et des campagnes destructrices pour exploiter certaines vulnérabilités. Parmi les informations collectées sur ces individus, l'un d'eux, au moins, étant un ressortissant des États-Unis. Figurent des détails sur leurs activités sexuelles en ligne et une certaine promiscuité sexuelle en ligne, désignant par là les sites pornographiques qu'ils visitent et des séances discrètes de chasse sexuelle avec des femmes qui ne sont pas leurs épouses. L'agence discute de moyens d'exploiter cette information afin de porter atteinte à leur réputation et à leur crédibilité. Gabriel Coleman, spécialiste d'Anonymous à l'université McGill de Montréal, expliquait que le groupe n'est pas une entité définie, mais plutôt une idée qui mobilise des activistes pour entreprendre des actions collectives et exprimer un mécontentement politique. C'est un mouvement social mondial à base large, sans structure de direction organisée, centralisée ou officielle. Certains se sont ralliés autour de ce nom pour s'engager dans la désobéissance civile numérique, sans rien qui ressemble de près ou de loin du terrorisme. La majorité de ceux qui ont adhéré à cette idée l'ont fait surtout pour trouver un moyen d'expression politique ordinaire. Cibler Anonymous et les activistes revient à cibler des citoyens parce qu'ils ont exprimé leurs convictions politiques, ce qui finit par étouffer tout dissentiment légitime, affirmait encore Gabriel Coleman. Pourtant, Anonymous a été l'objet des tactiques les plus controversées et les plus radicales qu'on ait jamais mises en œuvre en matière d'espionnage. Opérations en false flag, sous faux pavillon, pièges à miel, virus et autres attaques, stratégies de tromperie et info-ops, ou opérations d'information destinées à porter atteinte à des réputations. Une diapositive PowerPoint présentée par des responsables de la surveillance du GCHQ lors de la conférence Siege Dave de 2012 décrit 2 formes d'attaque. Les informations ops, influence ou déstabilisation, et la déstabilisation technique. Le GCHQ se réfère à ces mesures en tant qu'Online Cover Action, action en ligne sous couverture, qui vise à atteindre ce que le document appelle les 4 D. Dénier, déstabiliser, dégrader, doubler, dénier, déstabiliser, dégrader, doubler. Une autre diapositive décrit les tactiques employées pour discréditer une cible. Elles comprennent le montage d'un piège à miel, la modification des photos publiées par le sujet sur les sites des réseaux sociaux, la rédaction d'un blog présenté comme étant de la main d'une des victimes du sujet, et l'envoi d'emails SMS à ses collègues, voisins, amis, etc. Dans les notes d'accompagnement, le GCHQ explique que le piège à miel, une vieille tactique de la guerre froide, impliquant de séduisantes jeunes femmes qui s'arrangent pour attirer des cibles masculines dans des situations compromettantes susceptibles ensuite de les discréditer, a été remis au goût de l'ère numérique. Une cible est attirée sur un site compromettant ou sur un site de rencontre en ligne, avec ce commentaire ajouté « Excellent choix, très efficace quand ça marche ». De la même manière, des méthodes traditionnelles d'infiltration de groupes s'effectuent maintenant en ligne.
Une autre technique implique d'empêcher quelqu'un de communiquer. Pour ce faire, l'agence bombarde son téléphone de SMS, bombarde son téléphone d'appels, supprime sa présence en ligne et engorge son télécopieur. Au lieu de ce qu'il appelle les voies judiciaires traditionnelles, comme la collecte de preuves, les tribunaux et les poursuites, le GCHQ aime aussi employer des techniques de déstabilisation. Dans un document intitulé Cyber Offensive Session, Pushing the Boundaries and the Action Against Activism, session de cyberoffensive, repousser les limites et agir contre l'activisme. Le GCHQ traite de son ciblage des activistes avec, au paradoxe, des attaques en déni de service. Une tactique d'ordinaire associée aux hackers. L'agence de surveillance britannique utilise aussi une équipe de spécialistes des sciences humaines, notamment des psychologues, pour développer des techniques d'human intelligence en ligne et de déstabilisation stratégique d'influence. Le document The Art of Deception, Training of the New Generation of the Online Overt Operations, l'art de tromper, former une nouvelle génération d'opérations ouvertes en ligne, traite de ces tactiques, préparées par le HCOS, Human Science Operation Seal, cellule d'opération sciences humaines. De l'agence, il affirme puiser dans la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, les neurosciences et la biologie, entre autres domaines, pour maximiser les techniques de tromperie en ligne du GCHQ. Une diapositive montre comment s'engager dans la dissimulation, cacher le réel, tout en propageant la simulation, montrer le faux. On y examine les fondements psychologiques de la tromperie et la carte des technologies utilisées pour mener à bien ces subterfuges, notamment Facebook, Twitter, LinkedIn et les pages web. Soulignant que les gens prennent des décisions pour des raisons émotionnelles et non rationnelles. Le GCHQ part du principe que le comportement en ligne est alimenté par le mimétisme. Lorsqu'ils sont en relation de réciprocité, les gens se copient les uns les autres. L'accommodation et l'imitation, l'adoption par le communicateur des traits sociaux spécifiques émanant de l'autre participant. Le document expose ensuite ce qu'il appelle le manuel opérationnel de la déstabilisation. Cela comprend des opérations d'infiltration, des opérations de ruse, des opérations sous faux pavillon et des opérations de coup monté. Le texte souhaite un complet déploiement du programme de déstabilisation d'ici début 2013. Voilà, imagine, ça fait 11 ans. Et 11 ans, ça. Quand 150 agents et plus seront entièrement formés. Il faut rajouter plein de zéros, là. Sous le titre technique, miracle, expérimentation, le document référence, la légitimation de la violence, construire dans l'esprit des cibles une expérience qui doit être acceptée pour qu'ils ne se rendent compte de rien et optimiser les canaux de la tromperie. Ces types de plans gouvernementaux pour surveiller et influencer les communications sur Internet et disséminer de fausses informations en ligne prêtent depuis longtemps à conjecture. Les fausses informations, mais beaucoup aussi le nombre de fausses informations. Après, faut pas, je confonds pas la personne qui va répandre des fausses informations parce qu'elle est programmée à aller dans cette direction et un bourreau qui va mettre des fausses informations. Mais ça se rejoint, c'est le résultat est le même, le résultat est identique. Cass Sunshine, professeur à la faculté de droit de Harvard, proche conseiller d'Obama, ancien directeur du bureau d'information et des affaires réglementaires de la Maison-Blanche, est nommé au sein de la commission consultative de la Maison-Blanche d'examen des activités de la NSA, rédigeant en 2008 un article controversé proposant que le gouvernement américain emploie des équipes d'agents sous couverture et d'acteurs pseudo-indépendants afin de procéder à une infiltration cognitive des groupes en ligne, des salons de discussion, des réseaux sociaux et de sites internet, ainsi que des groupes d'activistes hors ligne. Et tout ça, c'est gigantesque. Ça fait un moment, ça, que ça a été créé. Maintenant, c'est gigantesque. C'est la désinformation, l'infiltration, elle est énorme. Elle est énorme. Et forcément, c'est pas marqué dessus. C'est pas marqué dessus
infiltré. Hein. La personne, ce qu'elle va dire, ça sera beaucoup plus en accord avec vos convictions que ce que je vais dire moi-même. Ces documents du GCHQ montrent pour la première fois que ces techniques controversées pour tromper et nuire à une réputation sont passées du stade de la proposition à celui de la mise en application. Tout ceci tend à mettre en lumière le marché implicite qui est offert aux citoyens. Ne remettez rien en question et vous n'aurez rien à craindre. Occupez-vous de vos affaires et soutenez ou du moins tolérez ce que nous faisons et tout ira bien. En d'autres termes, si vous souhaitez rester vierge de toute accusation, vous devez éviter de provoquer les autorités qui manient ces pouvoirs de surveillance. C'est un marché qui invite à la passivité, à l'obéissance et à la conformité. Comme beaucoup de cibles. Conformité New Age. Conformité de plans foireux. Enfin bref, je vais pas étayer pour l'instant. J'attends de voir ce qui se met en place. L'option la plus sûre, le moyen d'avoir la garantie qu'on vous laisse tranquille, c'est de garder le silence, de ne pas se montrer menaçant et de rester docile. Ouf, ouf. Pour beaucoup, ce marché reste un marché acceptable, et il suffit à persuader la majorité des citoyens que cette surveillance est inoffensive, voire bénéfique. Ces citoyens se croient trop anonymes, trop banals pour attirer l'attention du gouvernement. Je doute sérieusement que la NSA s'intéresse à moi. Voilà le type de propos que j'ai pu entendre. S'ils veulent écouter ma vie, qui est si ennuyeuse, libre à eux. Ou encore, la NSA ne va pas s'intéresser à ta grand-mère qui discute de ses recettes ou de ton papa qui planifie son prochain parcours de golf. Ces gens ont fini par se convaincre qu'ils ne seront eux-mêmes jamais personnellement visés, et dès lors, ils nient ce qu'il se passe, ils s'en moquent, ou sont même disposés à y apporter leur franc soutien. Peu après l'éclatement de cette affaire de la NSA, lors d'une interview, le présentateur du MCNBC, Lawrence O'Donnell, se gaussait de l'idée d'une agence en grand monstre terrifiant de la surveillance. Résumant son point de vue, il concluait « Mon sentiment jusqu'à présent, c'est que je n'ai pas peur. Le fait que le gouvernement collecte des données à une échelle aussi gigantesque, aussi massive, signifie qu'il lui est encore plus difficile de retrouver ma trace. Et puis, rien chez moi ne les incite à venir me chercher. Et donc, à ce stade, je ne me sens absolument pas menacé par tout ceci. Il est un aspect important sur lequel O'Donnell, Herzberg et Marcus ont raison. Il est juste en effet de dire qu'absolument rien n'incite le gouvernement américain à cibler des gens comme eux, pour qui la menace d'un état de surveillance reste en tant que telle abstraite, conjoncturelle, imprécise. C'est parce que les journalistes qui consacrent leur carrière à vénérer le dirigeant le plus puissant de leur pays, le président qui est le commandant en chef de la NSA, et à défendre son parti politique, risquent rarement, fût-ce même jamais, de s'aliéner ceux qui sont au pouvoir. Certes, les soutiens zélés et loyaux du président et de ses politiques, tous de bons citoyens qui n'ont rien à leur détriment qui soit susceptible d'attirer l'attention des puissants, n'ont aucune raison de redouter ces états de surveillance. C'est le cas dans toute société. Ceux qui ne constituent aucun défi sont rarement ciblés par les mesures répressives. Ils peuvent se laisser convaincre que l'oppression n'existe pas réellement. Mais ce qui permet véritablement de mesurer le degré de liberté d'une société dépend de la manière dont elle traite ses opposants et d'autres groupes marginalisés, et non du sort qu'elle réserve à ses loyalistes fervents.